Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Securities ou commodities, la grosse question qui se pose dans le monde des crypto-monnaies, surtout aux États-Unis. Le régulateur américain, la Securities Exchange Commission, attaque en justice Binance, le plus gros exchange au monde, mais également Coinbase, l'un des plus gros exchanges au monde qui est le géant américain coté en bourse au Nasdaq. Depuis, le ton monte sur le sujet, la fameuse qualification des crypto-monnaies et des services de crypto-monnaies, on les met dans quelle case et on applique quelles règles finalement. Et depuis que le ton monte, la politique s'est emparée du sujet et aux États-Unis, les idées s'affrontent et des fois s'alignent entre les républicains et les démocrates. Un sujet donc d'ampleur, très politisé, qui va avoir un impact aux États-Unis, mais également sur toutes les entreprises qui ont des clients aux États-Unis et la plupart des projets crypto dans le monde. Et même les projets qui ne sont pas en lien direct avec les États-Unis peuvent voir leur cours affecté, puisque mine de rien, ça touche le moral des investisseurs et donc le prix du Bitcoin et de l'Ether, qui je le rappelle sont les métronomes du marché des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on va faire un récap rapide de ce qu'il y avait déjà eu dans le passé sur ce fameux sujet. On va voir depuis quand le ton monte jusqu'au fameux moment où la Securities Exchange Commission a annoncé attaquer ces deux géants exchange. On va voir pourquoi le sujet est devenu politisé et pourquoi il ne faut pas tomber dans un certain piège, et pour finir, quels sont les enjeux de cette grosse question qui va être au cœur du débat pendant les prochains mois. Alors avant d'aller plus en profondeur sur le sujet et même de s'intéresser finalement c'est quoi des securities et des commodities et c'est quoi la règle pour les différencier, à partir de quand ça a commencé à faire du bruit dans le monde de la crypto? Faut comprendre que la première grosse histoire suivie depuis très longtemps, c'est l'histoire de Ripple. Depuis 2020, la Securities Exchange Commission attaque en justice XRP, donc l'entreprise Ripple, en l'accusant d'avoir émis finalement des tokens qui seraient considérés comme des securities et donc des titres financiers qui auraient nécessité un enregistrement auprès du régulateur avant d'être émis. Évidemment, depuis 2020, ce n'est pas une question fermée. C'est toujours en cours, il y a énormément d'échanges, il y a énormément d'interprétations possibles et pour le coup, ce qui a commencé entre la SEC et Ripple en 2020 est toujours une problématique ouverte et un point d'interrogation qui n'a aujourd'hui pas de réponse précise. Et c'est l'un des conflits les plus suivis dans l'histoire de la crypto-monnaie, parce que si la SEC venait à gagner, ça voudrait dire que Ripple et donc beaucoup d'autres crypto-monnaies pourraient être considérés comme des titres qui devaient obtenir une autorisation avant d'être émis. Mais depuis quelques années et quelques mois, ça s'accélère. En effet, en 2021, c'est Coinbase qui s'était vu refuser le droit de lancer un produit de lending, donc un produit de prêt et d'emprunt, parce que la SEC disait que ce serait un produit considéré comme un security. Il y a de ça quelques mois, c'est Kraken qui a dû interrompre aux États-Unis son produit de stacking, donc un produit où quand on bloquait des crypto-monnaies, on obtenait des rendements, parce que la Securities Exchange Commission a encore une fois considéré que c'était un produit securities et qu'il n'avait pas le droit de le proposer aux utilisateurs américains. Depuis, la SEC a également interdit le BUSD, donc le stablecoin de Binance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en voit de moins en moins, c'est parce que Binance sont en train de les retirer du marché pour petit à petit arrêter totalement d'en émettre. Si ça vous intéresse, il y a quelques mois, j'avais fait une première vidéo pour expliquer la situation qui aux États-Unis semblait se complexifier, mais c'était sans me douter une seule seconde qu'ils arriveraient à attaquer en direct Binance et Coinbase. Coinbase, qui est l'un des plus grands exchanges au monde et qui est coté en bourse, se devait de se défendre et de demander à la Securities Exchange Commission un cadre clair. Des règles simples à suivre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que ça arrange ou non Coinbase, Coinbase demande simplement des règles claires. En attaquant ainsi la Securities Exchange Commission au tribunal, le tribunal américain a ordonné au régulateur de donner une réponse claire à Coinbase en 10 jours. La Securities Exchange Commission précise qu'elle n'a pas à tenir un délai de 10 jours pour apporter une réponse, qu'elle répondra en temps et en heure quand elle sera certaine de sa position. Bon, j'ai fait un petit peu court, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Le problème, c'est que ce cadre d'incertitude crée un gros préjudice et une injustice pour beaucoup d'entreprises. Pourquoi? Eh bien parce que les entreprises ne savent pas quelles crypto-monnaies elles peuvent proposer et quelles crypto-monnaies elles n'ont pas le droit. Elles ne savent pas quels services elles peuvent proposer à leurs clients. Et surtout, même si la règle venait à changer demain, et que demain la SEC donnait la règle officielle à respecter dans les crypto-monnaies, tout ce que les entreprises ont fait dans le passé, qui ne respectent pas la loi qui serait clarifiée demain, pourrait faire l'objet de poursuites, et donc de sanctions rétroactives. Et donc c'est pas simplement un problème de lancer un produit qui sera peut-être interdit dans le futur, c'est également lancer un produit qui, même s'il est interdit demain, pourra nous faire avoir de très lourdes sanctions et donc devoir sortir beaucoup d'argent, non seulement pour se rendre conforme à la nouvelle règle, mais également et surtout
pour s'acquitter de ce préjudice qui a été commis dans le passé. Et donc naturellement, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises américaines quittent le pays. Je ne peux pas vous faire une liste exhaustive, mais on peut citer quelques géants comme Bittrex, qui était aux États-Unis depuis toujours, Nexo, l'un des plus gros prêteurs et emprunteurs de crypto-monnaies au monde, Gemini, qui a commencé à s'intéresser à l'international et à dupliquer son activité ailleurs, Gemini qui est l'exchange de crypto-monnaies des frères Winklevoss, Coinbase, qui commence à s'intéresser aux Bermudes et à obtenir une licence financière là-bas, au cas où aux États-Unis, du jour au lendemain, il n'ait plus le droit d'exercer. Mais il y a également d'autres market makers et d'autres projets crypto et même d'autres fonctions qui aux États-Unis ne sont plus possibles simplement car dans le doute, on ne se développe pas, ce serait trop risqué et les conséquences financières pourraient être trop lourdes. Et c'est à ce moment-là que le ton a commencé à monter du côté de la SEC également. Il y a eu une audition de Gary Gensler, le chairman, pour faire très simple, le boss de la Security Exchange Commission, audition dans laquelle certaines personnalités publiques ont tout simplement posé des questions à Gary Gensler et expliqué que cette incertitude est un préjudice. Les entreprises américaines et les géants américains quittent le pays. Certains l'accusent même d'avoir été incapables de créer un cadre juridique suffisamment clair. Le but d'un régulateur est d'encadrer et de permettre un développement mesuré, mais absolument pas de tuer tout un écosystème. Certains passages de cette audition sont disponibles, je vous mettrai les liens dans la description et vous verrez que pour le chairman de la SEC lui-même, le ton est monté et la pression s'est fait ressentir. Et c'est dans la première semaine de juin, quelques jours après avoir répondu qu'il aurait besoin de plus de temps pour qualifier les crypto-monnaies et qu'il ne répondrait pas à la demande du tribunal de répondre à Coinbase en 10 jours, que la SEC a répondu, a pris la parole et a tout simplement annoncé officiellement attaquer et poursuivre en justice Coinbase et Binance. Et là, instantanément, le cours de Coinbase en bourse chute de 17% et à peu près pareil pour le BNB, la crypto-monnaie émise par Binance. Alors globalement, ce n'est pas exactement la même chose qui est reprochée aux deux entités. Quelques allégations beaucoup plus lourdes sont faites à l'encontre de Binance, comme par exemple une mauvaise ségrégation des fonds des clients et des fonds de l'entreprise, donc un mélange de la liquidité des deux structures, et d'autres choses qui se rapprochent plus de la manipulation de marché dont Binance est accusé. Mais hormis ça, les deux plateformes sont accusées de proposer des services qui sont qualifiés comme des securities, notamment une liste d'un peu plus d'une dizaine de crypto-monnaies que je vous affiche à l'écran, dont fait partie par exemple Chiliz, Latome, Matic, qui sont des crypto-monnaies qui, selon la Security Exchange Commission, seraient aujourd'hui qualifiées comme des securities. Et donc à ce moment-là, toutes les plateformes qui ont proposé des échanges sur ces crypto-monnaies, mais également des services sur ces dernières, sont des plateformes qui n'avaient pas le droit légalement de proposer des services sur ces actifs sans avoir préalablement été enregistrées à la SEC et avoir été autorisées à le faire. Alors là, j'ai fini par me poser cette fameuse question, mais à un moment, c'est quoi la règle? Comment est-ce qu'on sait si un gramme d'or ou si une action est un securities ou finalement un commodities? Eh bien, vraisemblablement, la règle est la suivante. Les securities, ce sont des titres financiers qui sont négociables et qui, quand on les achète, quand on en obtient un, on obtient des droits. Pour être classés comme securities, ils doivent généralement, et là c'est le premier flou, c'est généralement, donc il y a des cas particuliers où c'est un peu différent, ils doivent généralement répondre à 4 critères. Premièrement, pour l'obtenir, quelqu'un doit investir de l'argent. Quand je dis de l'argent, c'est pas forcément du dollar américain, mais c'est de la valeur financière. Le deuxième point, toutes les personnes qui vont justement obtenir ce security doivent finalement investir dans une entreprise commune. L'investissement doit donc être fait dans une même entreprise, dans une même activité. Le troisième point, c'est que cet investissement doit être fait dans l'attente de profit. C'est bel et bien uniquement pour la spéculation que cet investissement doit être fait. Et finalement, si profit il y a, ce profit doit être issu du travail d'autrui. C'est-à-dire que l'investisseur doit tirer profit d'un travail qui a été généré par d'autres personnes qui sont finalement ceux qui régissent et qui développent l'activité dans laquelle vous avez investi. Et rien que là, vous comprendrez que c'est un petit peu flou. Et qu'on peut classer ou non certaines crypto-monnaies, et des fois oui, et des fois ça peut même changer. Parce qu'en effet, certains vont investir dans des crypto-monnaies pour les fonctionnalités que ça va offrir, et absolument pas dans le but d'obtenir un profit financier. D'autres projets vont être quant à eux totalement décentralisés. Ce n'est donc pas une entreprise qui va piloter le projet, mais bel et bien l'ensemble des utilisateurs qui vont prendre des décisions. Et certaines crypto-monnaies aujourd'hui décentralisées, parce que les tokens ont été distribués à tout le monde, étaient à l'origine centralisées. Et c'était bel et bien une entreprise et une petite équipe qui a lancé la crypto-monnaie, qui a finalement fait l'office d'une rampe à fusée pour lancer cette fameuse fusée qui aujourd'hui se veut plus ou moins décentralisée. Et donc c'est pour ça que c'est aussi flou, aussi complexe et qu'on peut pas simplement trancher. Mais là où ça pose problème à certains, c'est que la règle qui permet de définir aux États-Unis est-ce qu'une chose est une security ou un commodity, c'est le fameux test de Howey. Et le test de Howey, il date de 1946. Et beaucoup de gens disent que ce test n'est tout simplement pas adapté pour qualifier des actifs numériques
en security ou non. L'autre catégorie, les commodities, se rapproche plus de ce que l'on connaît des matières premières, comme le gaz naturel, le pétrole ou encore l'or. L'or a bel et bien de la valeur, on peut bel et bien en acheter contre de l'argent, mais pour le coup, il n'y a pas une entreprise, ce n'est pas l'activité d'autrui qui génère de la valeur, puisque c'est tout simplement la valeur que l'entièreté du marché va donner ou non à ce métaux précieux à un moment donné. Et là où c'est assez dingue, c'est que la CFTC, qui est un autre régulateur américain, qualifie certaines crypto-monnaies de commodities, alors que pour la SEC, c'est une securities. Et c'est là que ça devient très compliqué le jeu, parce que même les régulateurs ne sont pas forcément d'accord entre eux. En tout cas, une chose est sûre, le Bitcoin, pour la CFTC, relève beaucoup plus d'une commodities et donc beaucoup plus de l'or dans l'interprétation légale des choses que d'une security de par sa décentralisation aujourd'hui. Alors je vous mets dans la description les personnages politiques qui soutiennent le Bitcoin, qu'ils soient du côté des républicains ou qu'ils soient du côté des démocrates. Parce que pour le coup, il y en a dans tous les bords politiques. Les républicains sont un petit peu plus nombreux et un petit peu plus virulents, mais pour le coup, ça concerne à peu près toutes les positions, même si naturellement, il y a également des gens qui sont des détracteurs et qui sont contre l'ensemble des crypto-monnaies, même en politique. Quel que soit leur bord politique, ils ne reprochent pas toujours la même chose aux régulateurs américains et à ses méthodes. Par exemple, le sénateur Bill Hagerty, lui, dit très clairement que la SEC utilise son pouvoir pour tuer un écosystème et absolument pas essayer de le réguler et de lui permettre un développement. Ça va même plus loin, parce qu'un jour dans ses prises de parole, Gary Gensler a tout simplement dit qu'il n'y a pas besoin de plus de monnaie digitale aux États-Unis. En gros, qu'il n'y a pas besoin de plus d'actifs numériques. Pour beaucoup, et même des membres de l'équipe de Gary Gensler au sein du régulateur, c'est une position politique. Le régulateur doit tout simplement définir les règles, expliquer ce qui est interdit ou non et donner la marche à suivre pour pouvoir proposer certains services. Absolument pas dire si les crypto-monnaies c'est bien, c'est mal, si ça devrait être proposé ou non. D'ailleurs, après cette prise de parole, le fameux Bill Hagerty a carrément tweeté en disant que si la SEC se comportait ainsi, c'est parce qu'elle avait reçu la mission de tuer les crypto-monnaies pour laisser place au CBDC, c'est-à-dire la monnaie numérique de banque centrale sur le dollar qui devrait arriver dans les mois ou dans les années à venir. Et ainsi contrôler encore mieux les finances de ses citoyens. Bon, ce sont des mots très forts, évidemment, c'est sa position, mais pour vous dire à quel point le débat peut être réellement virulent. Pour citer un autre exemple, chez les démocrates cette fois-ci, Richie Torres, lui, a pris la parole et a expliqué que c'était grave la façon dont le régulateur attaquait les entreprises en les faisant fuir et en tuant toutes les initiatives, puisqu'en ce moment même, le Congrès était en train de travailler et de proposer un cadre qui permettrait aux actifs numériques de se développer sans pour autant interdire tout simplement ce genre de solutions et ce genre d'actifs. Il explique que selon lui, c'est un mépris du régulateur actuel sur le travail des politiques et le travail que le Congrès fait pour essayer justement de rester leader dans cette innovation que sont la blockchain et les crypto-monnaies. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle que ce soit politisé? Pour moi, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont influentes aux États-Unis qui se penchent sur le sujet. Qu'elles soient pour les crypto-monnaies ou contre, qu'elles soient d'un bord ou d'un autre, peu importe, tant qu'il y a des gens qui ont de l'influence, qui peuvent prioriser le sujet parce que les entreprises américaines ont besoin d'un cadre clair. Et ce, le plus rapidement possible, parce que vous l'avez compris, le doute et l'incertitude sont préjudiciables puisqu'elles font partir les initiatives du pays. Là où ça pourrait être un piège, c'est que du coup, aux États-Unis, il y a déjà des grosses tensions politiques. N'importe quel sujet peut être une bonne excuse pour aller taper sur l'autre bord politique et pour aller expliquer qu'on n'est pas d'accord avec eux. Il y a donc des personnes qui se saisissent du sujet, qui n'ont aucune expertise en blockchain, en crypto ou même en régulation financière et qui viennent tout simplement saisir une opportunité et un désaccord pour pouvoir mettre un coup de bâton de l'autre côté. Et à ce moment-là, on va avoir des personnes qui n'ont pas d'expertise crypto, qui vont avoir des avis très tranchés et qui vont essayer de faire valoir leurs idées et on risquerait d'assister à un bras de fer où le gagnant n'est pas celui qui propose le cadre le plus adapté avec la meilleure compréhension et la meilleure neutralité technologique. Imaginez si on avait régulé Internet ainsi. Alors qu'en réalité, vous l'avez compris, ce sont des usages qui pourraient être attribués à des courants de pensée, mais absolument pas la technologie en elle-même, qui elle a besoin de neutralité dans son traitement. Il ne faut donc pas faire trop de raccourcis, et pour le coup, ça m'est été arrivé moi-même de le faire à un moment où j'estimais qu'il y avait beaucoup plus de républicains qui étaient derrière les crypto-monnaies, et quand on dézoome un petit peu et qu'on regarde tout le spectre, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et alors qu'il y avait de plus en plus de bruit, est tombée comme un cheveu sur la soupe la réponse de Coinbase à l'attaque de la SEC. Une petite vidéo de 49 secondes avec le titre suivant « Les chiffres ne mentent pas ». Cette vidéo, je vous la mets tout de suite. Coinbase crie à l'injustice en donnant simplement des chiffres très simples, en expliquant qu'ils ont fait plus de 30 rendez-vous avec la Security Exchange Commission dans le passé, en leur demandant justement ce qu'ils avaient le droit de faire et ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, en leur demandant des conseils pour proposer leurs produits. Ils expliquent que le stacking, qui aujourd'hui est remis en cause et pourrait être une security selon la SEC, a été mentionné plus de 57 fois dans toute la documentation qui avait été envoyée et qui a été validée par la SEC dans le passé. Je vais pas refaire tous les chiffres qu'il y a dans cette vidéo, mais ça termine par un chiffre très symbolique, le nombre de règles claires pour les crypto-monnaies aux États-Unis, 0.
Coinbase invite donc à updater le système et à proposer un cadre clair et qui permettrait le développement des actifs numériques aux États-Unis. Instantanément, le marché reprend un petit peu des couleurs, même si pour être franc avec vous, que ce soit des annonces d'attaque de la SEC ou que ce soit une réponse qui donne de l'énergie et du baume au cœur à toute la communauté crypto, les variations des cours sont éphémères dans un sens comme dans l'autre et on n'arrive pas réellement à savoir si c'est les décisions et le fameux débat autour des securities qui agitent l'entièreté du marché. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas près d'être fini. Mais j'ai un peu plus de croustillant dans cette affaire. Je ne savais pas comment le catégoriser, mais j'ai mis quelques points qui, je pense, devraient vous intéresser. Premièrement, Gary Gensler avait des liens très étroits avec Sam Bankman-Fried, qui était le CEO de l'exchange FTX qui s'est effondré, amenant au tapis 8 milliards de dollars de ses utilisateurs, ainsi qu'un grand nombre d'utilisateurs américains. FTX qui n'est pas poursuivi par la Securities Exchange Commission. Et ça ressort énormément sur les réseaux sociaux en ce moment. Un autre point, c'est que le gouvernement des États-Unis utilise Coinbase pour échanger les crypto-monnaies qui sont parfois saisies lors d'affaires. Et donc, par définition, si la SEC dit que Coinbase est un exchange qui n'était pas enregistré, qui n'avait pas le droit de proposer ses services, on peut donc dire que le gouvernement des États-Unis utilisait une plateforme américaine qui n'avait pas le droit d'exercer. Certains disent que si c'est une attaque frontale et que la SEC semble partir en croisade contre les crypto-monnaies, c'est tout simplement parce que c'est financé et c'est commandité par le lobby bancaire, banques qui ne veulent pas voir les crypto-monnaies libres arriver entre les mains de tous les utilisateurs. D'autres, au contraire, disent que si on prend un petit peu de recul, il est vrai que beaucoup de crypto-monnaies ont été émises uniquement pour récupérer de l'argent et pour que les projets puissent se développer. Et à ce moment-là, sous cet angle-là, et sous l'angle de la spéculation qui est très présente dans le monde des crypto-monnaies, beaucoup de cryptos pourraient réellement être considérés comme des securities et n'auraient pas dû être émises par des entreprises dans le but de récolter de la valeur auprès de leurs utilisateurs. Certains disent même que les discours de la Fed, notamment les discours de Gary Gensler, vont des fois bien au-delà de l'autorité de la Securities Exchange Commission et que ça commence à ressembler plus à de la politique qu'à de la régulation. Un dernier point croustillant, Gary Gensler aurait, en tout cas c'est une allégation des avocats de Binance, qui est actuellement du coup au tribunal contre la SEC, Gary Gensler aurait proposé ses services à Binance en tant qu'advisor en 2019. Si ces allégations s'avèrent être réelles, il pourrait y avoir un conflit d'intérêts parce que Gary Gensler se retrouve donc au tribunal contre une entreprise qui a refusé de l'avoir en tant que conseiller il y a de ça 4 ans. C'est une histoire complètement folle avec énormément de rebondissements et il y en aura encore, mais pour conclure, ça va être le gros débat des mois qui arrivent parce que l'enjeu est bien plus gros que celui du territoire américain. Déjà parce que la majorité des projets sont aux États-Unis, donc la majorité de l'écosystème crypto sont là-bas. En plus de ça, la plupart des entreprises au monde adressent des services et des produits à des clients américains. Le droit américain est clair. Si les États-Unis considèrent qu'un produit est interdit, alors une entreprise dans le monde n'a pas le droit de proposer ce service à des Américains, sauf si elle s'est avant elle-même enregistrée aux États-Unis et qu'elle a demandé l'autorisation de le faire en bonne et due forme. Les États-Unis sont connus pour exercer l'extraterritorialité de leurs droits. Elles vont donc non seulement taper sur certaines entreprises américaines, mais elles vont mettre de lourdes amendes à des entreprises qui, dans le passé, exercées aux États-Unis. Entreprises qui sont peut-être maintenant dans le reste du monde et qui ne s'adressent plus du tout au marché américain. Quoi qu'il en soit, ce climat de doute et de peur va faire fuir certains investisseurs et va retirer de la liquidité, bien que ça pourrait être une opportunité incroyable pour l'Union européenne, qui elle a un cadre totalement différent et qui ne considère pas du tout les crypto-monnaies comme des actifs qui nécessiteraient ce genre d'enregistrement, et qui en plus de ça a créé un cadre commun pour tous les pays de l'Union européenne. Mais pour certains, et c'est en tout cas les dires de Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, c'est l'Asie qui pourrait très rapidement capter l'entièreté de ce marché et profiter de cette incertitude pour devenir leader sur ce segment technologique. Pour finir, certes, il y a de la politique, mais il faut prendre du recul, bien que ça puisse accélérer les prises de décision et la place que va prendre la qualification des crypto-monnaies au cœur du débat public. Il faut faire attention aux raccourcis et au jeu politique qui, en parallèle, peut biaiser un petit peu l'intérêt que certains ont à trancher sur cette fameuse question des securities. Quelques heures avant de tourner cette vidéo, la plateforme Robinhood, qui est l'une des plus grosses plateformes qui permet aux Américains d'investir, a délisté 3 crypto-monnaies qui étaient dans la liste des reproches qui ont été faits à Binance et à Coinbase. Naturellement, il y aura peut-être des nouvelles actualités avant que cette vidéo soit en ligne, mais c'est un bon récap complet. Et s'il y a quelque chose de très important qui est arrivé entre le tournage et le montage, je vous en ferai part dans le commentaire épinglé de la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des compléments ou des informations importantes, à en partager en commentaire, à débattre, à échanger. Je fais remonter les informations les plus intéressantes qui viennent compléter le sujet que je viens de vous présenter. Je vous tiendrai bien évidemment au courant sur les réseaux sociaux et je ferai une nouvelle vidéo quand on aura un point final et une réponse précise à cette fameuse question qui finalement n'est autre que est-ce que les États-Unis
États-Unis vont rentrer en guerre contre les crypto-monnaies et les projets américains les plus florissants vont devoir trouver une nouvelle terre pour pouvoir s'installer et se développer. C'était Asher, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai puisé énormément d'informations des réseaux sociaux, mais également d'un dossier que je vous mets en description, qui est un dossier qui a été fait par Hawk Invest et qui est un dossier qui porte sur l'histoire de Gary Gensler. Il est complet, il est super pertinent, ça vous donne énormément d'informations et ça revient même sur les securities et le passé que Gary Gensler avait à enseigner des cours à la fac, notamment sur la blockchain, les crypto-monnaies, et à même citer et recommander certaines cryptos qui existent encore aujourd'hui. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous recommande vraiment ce dossier parce qu'ils ont bien bossé. Il est super clair et il va vous permettre de comprendre encore plus à quel point cette histoire est folle. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, commenter, c'est toujours gratuit et ça me motive à continuer mon travail. Au revoir!